Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En cette période de propagande médiatique, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de revenir un peu sur le cinéma et sa fâcheuse tendance à influencer les idées préconçues dans le crâne. Quand le cinéma a vu le jour au début du XXe siècle, les hauts placés de plusieurs gouvernements ont très vite saisi l'ampleur que cela pouvait prendre, si on utilisait ce tout nouveau procédé comme diffuseur de messages. Pendant une très longue période et encore maintenant, il y a beaucoup de films qui sont utilisés comme propagande, alors ça peut être purement assumé ou ça peut être un peu subliminal. Comme les placements de produits au cinéma par exemple, alors c'est un peu innocent comme propagande mais c'est quand même subliminal. Bref, c'est pour ça que j'ai voulu revenir rapidement sur 5 films pendant 5 périodes différentes qui utilisent en fait 5 procédés pour vous montrer à quel point l'image est quand même extrêmement manipulable. On commence avec du très lourd avec le Cuirassé Potemkin qui est considéré comme un des plus grands films de l'histoire. Car à son époque, le réalisateur Sergei Eisenstein, donc grand nom du cinéma russe, avait déjà compris que le montage était quelque chose de très important pour diffuser un message. Le film relate les faits qui se sont déroulés en 1905 à bord du Cuirassé Potemkin. C'était un cuirassé de la flotte de la mer Noire russe où une mutinerie en fait a éclaté. Le film montre les clivages de la société russe et ses inégalités. L'une des causes de la mutinerie est la question de la nourriture. Les officiers présentés comme cyniques et cruels contraignent l'équipage à consommer de la viande pourrie, alors qu'eux-mêmes maintiennent un train de vie privilégié parmi l'équipage. Et à travers donc un montage très brutal et une réalisation très visionnaire pour l'époque, le réalisateur transforme son film en propagande en montrant l'insurrection et la répression qu'il y a eu à Odessa, qui est le port du cuirassé, après la mutinerie. Il adopte le point de vue des insurgés et montre une extrême violence quant à la rébellion. Fusillade, meurtre, viol. La séquence la plus connue du film, qui est d'ailleurs souvent étudiée dans les écoles de cinéma, est la séquence des escaliers d'Odessa, où la panique est vraiment à son apogée. Dans cette scène, les soldats tsaristes dans leur tunique d'été blanche semblent descendre l'escalier sans fin avec un pas rythmé comme des machines en tirant sur la foule. Un détachement de cosaques à cheval charge la foule en bas des escaliers. Les victimes qui apparaissent à l'écran sont une vieille femme avec un pince-nez, un jeune garçon avec sa mère, un étudiant en uniforme et une écolière adolescente. Cette scène dure 6 minutes, c'est assez long. Le plan d'une mère qui meurt sur le sol, lâchant un landau qui dévale les marches, utilise un travelling avant en plongée. C'est une façon de filmer révolutionnaire pour l'époque et c'est très choquant. Dans la réalité d'ailleurs, cette scène très connue du 7e art n'a jamais eu lieu. Eisenstein l'utilisa pour donner un effet dramatique au film, pour diaboliser la garde tsariste et le pouvoir en place. Alors bien sûr, le film était un film de commande qui a été demandé par la commission d'État pour célébrer les 20 ans de la Révolution. Et le choix d'Eisenstein pour réaliser n'est pas anodin car c'est un réalisateur qui va réaliser beaucoup de films propagandistes pendant toute sa carrière et qui va très souvent être choquant. Et il a d'ailleurs tout de suite compris du coup que le montage était extrêmement important, car on peut faire comprendre un point de vue par la suite de plusieurs plans et de plusieurs séquences, et que ce rythme très abrupt et très coupé joue sur les émotions ressenties. Une seconde en moins sur chaque plan, ça aurait rendu le film moins agressif. Ce film est donc très visionnaire pour l'époque, et c'est là que pas mal d'opportunistes ont vu l'ampleur que pouvait donner le cinéma pour diffuser des messages, et de pouvoir exprimer ses idéologies presque de manière illimitée. On avance un peu dans le temps avec Stukas sorti en 1941. Alors évidemment, la naissance du cinéma, la surproduction de pellicules et l'ouverture de plusieurs boîtes de production, ça a beaucoup émergé pendant la Seconde Guerre mondiale. Hitler aimait beaucoup le cinéma, en particulier les dessins animés, et il prit très vite conscience de l'ampleur du phénomène. Il charge donc Goebbels de gérer le financement cinématographique afin de diffuser des messages de propagande au maximum. Pendant toute la Seconde Guerre mondiale, le moindre film diffusé en salle sera d'abord vu par Hitler ou par Goebbels. Entre 1933 et 1945, le cinéma allemand est le deuxième cinéma du monde quant au nombre de films produits, qui sont diffusés progressivement dans toute l'Europe occupée. Il bénéficie de nombreuses avancées technologiques et artistiques, notamment par le travail de cadrage et d'ambiance. Karl Ritter est un des réalisateurs les plus prolifiques de cette époque. Il réalise 6 films en 6 ans sous la direction de Goebbels. Stukas est l'un de ses films et c'est un excellent exemple de film de propagande nazie. Bien sûr, le film est minutieusement planifié et préparé avant d'être produit. Il y a un storyboard qui est fait avec des dessins qui contiennent des images très détaillées. Mais en plus de présenter les soldats nazis comme des héros, le film promeut surtout le Junkers Juice 87. C'est un bombardier qui était très réputé pour son efficacité. Mais Ritter s'intéresse aussi au sacrifice de la communauté nationale. Le cinéma l'intéresse surtout comme une usine idéologique nationaliste, ce sont ses propres mots, avec laquelle il pourrait diffuser ses croyances nationales. Dans le film, les soldats remplissent leur mission avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup d'optimisme, mais à l'inverse, l'ennemi, donc majoritairement les Français, est vu comme une espèce de masse anonyme, ou alors comme un tas de figures un peu ridicules. Et là où Karl Ritter manipule extrêmement bien, c'est dans la musique. La musique a vraiment un effet sur les émotions ressenties par le spectateur. Et même s'il était déjà réputé à l'époque d'instaurer une musique pour accentuer l'émotion, on peut penser au film de Charlie Chaplin qui savait très bien le faire, très peu utilisaient la musique sous le ton de la propagande. Et ça ne passe pas seulement par la musique, mais par les effets sonores pour accentuer la précision et la dangerosité des bombardiers. En fait, Stukas, c'est une sorte de grosse pub d'1h40. Les séquences ne se suivent pas vraiment, c'est juste un assemblage de scènes pro-nazis.
On passe à la chute de Berlin qui est sortie en 1950. Au début des années 30, Staline, très ambitieux, souhaite industrialiser et moderniser le pays. Pour cela, le régime investit dans plein d'institutions culturelles et éducatives comme les maisons de culture. Et à la fin des années 30, l'URSS compte 28 000 cinémas. De surcroît, Joseph Staline perçoit l'idéologie comme une force capable d'unir un peuple. Il comprend que c'est par les médias de masse, dont le cinéma, qu'il s'immiscera au sein des foyers russes. Certes, l'URSS est ruinée par la guerre, mais un autre problème est toujours d'actualité. Après la guerre, une grande partie de la population est toujours analphabète. L'image touche donc beaucoup plus que l'écrit, et le cinéma offre un langage universel accessible à tous. En produisant des films pour Staline, l'État peut prouver à la population, mais aussi au monde, la puissance du communisme. C'est pourquoi le cinéma est employé comme outil de mobilisation et de persuasion. Le message est clair. Le pays a gagné la guerre grâce au parti et à son gouvernement. La cinématographie s'ajuste à cette nouvelle propagande, où les traîtres sont à bannir et les patriotes fidèles au régiment et héros de guerre seront récompensés. Ainsi, Staline, pendant cette période, est vu comme le héros de la nation, grand conseiller de guerre, et petit papa du monde. Dans le film d'ailleurs, l'une des plus grandes célébrations anti-américaines est fortement soulignée. Et d'ailleurs, la fin du film expose les Anglais, les Français, les Américains qui sortent des camps acclamant Staline comme un héros. Il l'appelle le fameux petit père des peuples à l'aéroport de Berlin. La scène revendique donc la rivalité des puissances en tournant en ridicule les puissances militaires de l'Ouest. Le film est considéré par beaucoup d'historiens cinéphiles comme le film le plus ambitieux du siècle et réunira 38 millions de spectateurs dans l'URSS et glorifiera Staline. Et ce, malgré son énorme bilan de morts russes à la fin de la Seconde Guerre mondiale avec 27 millions de morts. Le procédé de manipulation ici est plus subtil car il englobe un tout, mais c'est surtout via la mise en scène et le jeu de Staline qui sera usé de son image de père de la nation que le film donne cet air pro-communiste. Il n'est plus seulement question de son ou de montage, mais aussi de jeu d'acteur. Le film laisse croire à un documentaire alors que tout est mis en scène pour diffuser le message héroïque de Staline. Un peu plus loin de son côté, le Japon décide aussi de profiter du cinéma pour diffuser sa propagande, mais par l'animation, et par Momotaro, qui est un héros du folklore japonais. Momotaro, le divin soldat de la mer, est le tout premier long métrage d'animation japonais, qui a été commandité par le ministère de la Marine japonaise. En s'inspirant d'un héros du folklore, le réalisateur mise sur l'histoire et les légendes du pays, qui sont très chères dans le cœur des Japonais, car ce sont des figures de courage et de bravoure qui symbolisent un pays riche et fort. L'utilisation d'un symbole traditionnel est aussi une excellente méthode de manipulation, car l'émotion est très vive chez le spectateur avant même que le film n'ait commencé. Le récit est centré sur l'opération surprise menée aux îles de Célèbes par des troupes de parachutistes. Tout le film glorifie donc la libération de l'Asie par le Japon, illustrant ainsi des slogans de l'époque. Le but de ce film était en somme de provoquer plein de vocations de soldats, tout en faisant comprendre à la société japonaise à quel point il est important de s'engager pour l'armée, de soutenir l'effort de guerre et la bravoure, et tout ça passe par le héros du folklore japonais. Alors le film n'est pas super intéressant en soi, donc je peux pas vous dire énormément de choses, mais la réalité en tout cas a dépassé très vite la fiction, car le film est sorti quelques mois avant la capitulation du Japon en 1945. Il est donc tombé dans l'oubli pendant 40 ans avant qu'on ne retrouve la pellicule en 1986. Mais tout comme les Walt Disney à l'époque qui parodiaient beaucoup Hitler, les Japonais ont beaucoup usé de l'animation pour diffuser leur message. Et c'est là qu'on arrive au numéro 1, soit 40 ans plus tard, d'ailleurs aussi en 1986, où on arrive sur le très gros de la manipulation propagandiste, Hollywood. Après la victoire des États-Unis en 1945, l'Europe est ravagée. Par conséquent, le pays est vu comme le vainqueur de cette guerre. Et du coup, pendant des années, Hollywood sera aidé et subventionné par l'armée américaine pour produire un max de films de guerre, afin de montrer la grandeur et la puissance militaire du pays. Alors cette propagande a commencé évidemment avant Top Gun, mais je prends l'exemple de ce film car il est un cliché de cette propagande. Dans le film, Tom Cruise n'est pas un personnage, mais une image du soldat américain. Courageux, brave, blagueur, bon copain. Avec lui, piloter un avion semble cool, d'une facilité déconcertante et surtout extrêmement excitant. Mais même si les aviateurs spécialistes vomissent le nombre d'incohérences concernant l'aviation dans le film, l'US Navy indiqua que le nombre de jeunes souhaitant s'enrôler comme pilote avait augmenté de 500% l'année de la sortie de Top Gun. Et c'est après cette information d'ailleurs que le producteur John Davis, quelques mois après le succès faramineux du film, affirma qu'il s'agissait d'une vidéo de recrutement pour l'US Navy. Et pourtant, le scénario du film tient sur un post-it, les moindres discussions sont très secondaires et les acteurs cabotinent, surjouent. Mais le ton allégé, nanardesque, décomplexé, assez assumé dans le film, apporte une image qui restera toujours très américaine, le côté cool. Le fameux American Dream. Hollywood marque la fin d'une époque de propagande par la peur ou par l'image d'une personne. Là, Tom Cruise représente tout un pays, toute une doctrine, tout un patriotisme qui flatte l'ego des Américains. Et d'ailleurs, on sera aussi là pour leur lécher les couilles. Et Top Gun n'est pas le seul exemple, évidemment. Il y a le Soldat Ryan, il y a Pearl Harbor, il y a La Chute du Faucon Noir, il y a American Sniper et presque tous les films de guerre de Clint Eastwood. Tous ces films obtiendront à chaque fois une aide de l'armée américaine, qui en échange leur demande de cacher quelques trucs pas cool de l'armée, pour donner une image toujours plus héroïque. Et la suite de cette propagande continue à travers les époques et les âges. Et tous ces films auront évidemment un succès mondial, mais surtout en Europe et en France avec son américanisation. Mais on reparle un peu de tout ça dans la conclusion qui arrive.
N'oublions pas que tout est manipulable dans le visuel. Quelqu'un qui dispose d'une caméra et d'un logiciel de montage peut vous faire croire n'importe quoi et vous faire diffuser n'importe quel message. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous ont une culture cinématographique qui est très américaine à cause de leur propagande qui a perduré pendant des décennies. Les talents cinématographiques américains sont connus par toutes les langues aujourd'hui car ils sont parvenus à dominer l'industrie cinématographique et à codifier plusieurs genres qui ont longtemps plu à un grand public, surtout en Europe. Mais rien que de notre côté, le cinéma européen a eu énormément de mal à se mettre en avant et le meilleur reste le cinéma français. Alors il sera aussi très codifié pendant les années 60-70, mais c'est lui qui parviendra à se faire une marque dans le cinéma européen par rapport aux autres pays. Il ne faut donc pas oublier du coup que chaque image, chaque musique, chaque choix de montage est subjectif et est donc pensé en amont par le réalisateur. Alors même si elle est peut-être bien moins extrême maintenant, le cinéma mais surtout le média télévisuel continue de faire de la propagande pour influencer nos esprits. D'où l'importance de toujours savoir s'informer. Alors après évidemment rien ne vous empêche de kiffer Top Gun pour son côté nanar, le soldat Ryan pour son côté très héroïque, ainsi que plein d'autres films qui ont pu faire votre adolescence. Moi par exemple j'avais pris du plaisir à regarder American Sniper et pourtant c'est quand même vachement patriotique américain. Mais voilà, pour moi il est quand même important de prendre du recul sur la manipulation visuelle. Faut prendre conscience qu'à partir du moment où il y a une image qui est diffusée, celui qui en est l'auteur peut vous manipuler n'importe comment. Alors il ne s'agit pas non plus de tomber dans le complot total, mais faut y penser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez appris des choses. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas non plus à me rejoindre sur les réseaux sociaux, je suis sur Twitter et sur Instagram. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!